Pour la première fois depuis 2013, on a eu 3 vainqueurs différents sur les 3 premières courses de la saison. Et ça, c'est plutôt bon signe. Malgré une course ennuyante ce matin, on va pas se mentir, le Grand Prix du Japon a été une purge. Il y a quand même pas mal d'enseignements à en tirer et il y a quand même beaucoup de choses à se dire qui vont compter pour la suite de la saison. Le retour de Max Verstappen, les premiers points de Isa Kadjar et l'échange entre Yuki Tsunoda et Liam Lawson. Bref, même si je ne suis pas chez moi, je n'allais pas vous abandonner et on va quand même aujourd'hui faire le récap du Grand Prix du Japon 2025. On va commencer par le conseil de classe et j'ai pas réussi à cibler quelqu'un pour commencer. On va parler du week-end dans la globalité. Qu'est-ce que c'était que ce week-end au Japon? Entre les départs de feu, les drapeaux rouges, les accidents, on a eu un week-end totalement what the fuck. Si vous n'avez pas suivi les séances d'essai, ce week-end, le bord de piste, l'herbe a pris feu à plusieurs reprises. L'herbe était tellement sèche qu'au final, les étincelles allumaient des petits incendies à différents endroits du circuit. On en a quand même eu plusieurs en séance d'essai, on en a encore eu un en séance de qualification, et au début on était en mode bon, ça va être compliqué pour la course. Au final, rien à déclarer pour le Grand Prix. La FP2 a été aussi marquée par l'accident de Jack Doohan et la sortie de piste de Fernando Alonso, et pour couronner tout ça, je suis obligé d'en parler, la réalisation a été catastrophique. Durant le Grand Prix, on a raté tous les dépassements, on a eu des replays inutiles, on avait les mauvais plans au mauvais moment, bref, c'était déjà une course pas très passionnante. Honnêtement, la réalisation n'a fait qu'empirer les choses et c'était ultra frustrant. Ça arrive très rarement des week-ends comme ça, mais j'ai vraiment eu un sentiment de, comme je vous l'ai dit, what the fuck. Honnêtement, le week-end, c'est, j'ai envie de dire, mal passé dans la globalité. Donc voilà, petit avertissement pour le Grand Prix de Suzuka en espérant que ça ne se reproduise pas à Bahreïn. Deuxième personne du conseil de classe, un avertissement encore une fois, cette fois-ci pour Jack Doohan qui a eu une sortie de piste très violente en FP2. Il n'avait pas pris part à la première séance d'essai et dès son deuxième tour lancé, Jack Doohan a satellisé son Alpine au premier virage. Erreur de pilotage, il n'a pas refermé le DRS en arrivant dans le virage. Impact extrêmement violent. Résultat, l'Alpine a été détruite. L'estimation, je crois, est à peu près à plus d'1 million d'euros de réparation. Donc honnêtement, ça a dû faire grincer des dents. J'en connais un qui doit pas être content, n'est-ce pas Flavio? Le reste du week-end n'a pas été bon pour Jack Doohan. On lui a demandé de laisser passer Gasly en course car il le gênait. En qualification, éliminé en Q1. Donc les week-ends s'enchaînent et c'est de plus en plus compliqué pour Jack Doohan qui est déjà énormément sous pression. Donc attention, faut vite se relever parce que derrière, n'oubliez pas, il y a Franco Colapinto qui n'attend qu'une chose, c'est pouvoir le remplacer. Et puis pour finir ce conseil de classe, Cocorico, Isa Kadjar, félicitations Isa Kadjar qui marque ses premiers points en Formule 1. Il l'a dit lui-même, un week-end au final quasi parfait. Il bat Lewis Hamilton en séance de qualification, 7ème, il termine 8ème en course, il est le meilleur des autres et il confirme au final qu'il peut endosser ce rôle de leader chez Visa Cacha Racing Bulls. Je vous avoue que j'avais un peu peur avec le départ de Tsunoda, je m'étais dit bon, j'espère qu'Isaac va être au niveau et va continuer à performer et ne pas se faire marcher dessus par Liam Lawson. En tout cas ce week-end, ça n'a pas du tout été le cas, il a fait un week-end exemplaire et je vous le dis, les rookies sur ce début de saison sont très bons. Quand je vois Antonelli chez Mercedes, quand je vois Oli Bierman chez Haas et Isa Kadjar du coup chez V-Carb, je me dis que cette année avec les rookies, on a un très bon cru. Bon, c'était le sujet de ce Grand Prix du Japon. On en a fait une vidéo, bien évidemment. L'échange entre Liam Lawson et Yuki Tsunoda, entre le baquet chez Racing Bulls et Red Bull. Forcément, il y avait énormément de pression sur ces deux pilotes qui avaient tout à perdre ce week-end. Et au final, on s'en sort pas si mal dans la famille autrichienne, vu que le résultat n'est peut-être pas présent, mais il y a des signes qui donnent de l'espoir. Yuki Tsunoda, donc, était promu dans la maison mère pour son Grand Prix à domicile. Et le week-end commençait plutôt bien, que ce soit en FP1, FP2 ou FP3. Tsunoda était plutôt dans le rythme de Max Verstappen. Malheureusement, à mon plus grand désespoir, Tsunoda a fait quelques erreurs en Q2 et s'est fait éliminer 15ème derrière Liam Lawson en plus. Donc ça, un peu compliqué à digérer. Et le problème, c'est qu'au Japon, la track position est extrêmement importante. Donc à partir de ce moment-là, le résultat, elle est très compliqué pour le pilote japonais. Si on juge réellement la performance de Tsunoda, je trouve qu'il a été plutôt bon. En moyenne à 3 dixièmes sur les séances d'essai. Bon, il a eu du trafic pendant la course et n'a pas réussi à dépasser, mais il s'est plutôt bien accommodé à la voiture. J'ai eu l'impression qu'il s'en sortait plutôt pas mal en termes de rythme et de maniabilité. On l'a pas vu en glisse, on l'a pas vu faire de grosses erreurs non plus. Et avec Verstappen, ça semble plutôt bien se passer. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai un peu d'espoir pour la suite de la saison. Malheureusement pour Lawson, ça a été
un petit peu plus compliqué. Il a été totalement ruiné par la stratégie en course, qui le fait qu'il marque pas de points. Voilà, il a pas changé ses résultats malheureusement. Mais là aussi, je me dis que il y a une marge de progression. Ça va prendre du temps. Mentalement, c'est dur pour Liam Lawson de revenir justement chez Racing Bulls et d'avoir quitté Red Bull. Mais je me dis qu'il va être dans un environnement beaucoup plus familier, beaucoup plus sain, qui va lui permettre de reprendre du rythme et retrouver du niveau. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que là, ça va être intéressant à suivre dans les prochains Grands Prix, sachant que là, vu le week-end de Isaac Hadjar, ça va déjà lui mettre la pression à Liam Lawson. Hadjar a fait un très très bon week-end et Liam Lawson ne doit surtout pas se laisser manger par notre rookie français. Mais je pense que au final, et je pense que vous serez d'accord avec moi, l'échange entre Tsunoda et Lawson était probablement la meilleure décision à prendre au sein de la maison Red Bull, vu que actuellement, si vous le savez pas, Isaac Hadjar est le deuxième pilote de la famille Red Bull avec le plus de points derrière Verstappen. Max Verstappen, quadruple champion du monde. Comment j'ai pu, en début de saison, penser que Max Verstappen ne performerait pas cette année? Ça semblait quand même compliqué au début du week-end. On le voyait un petit peu naviguer entre la 4e et la 8e position durant les séances d'essai, même en Q1 et en Q2. Max Verstappen n'était clairement pas au niveau, que ce soit des McLaren ou même de George Russell avec sa Mercedes. Et quel tour en Q3 exceptionnel! Pour quelques millièmes, Max Verstappen reprend sa première pole position depuis très très longtemps. Alors certains vont dire oui, les pilotes McLaren ont fait des erreurs, oui, certains n'ont pas amélioré, peu importe, Max Verstappen est le seul à avoir fait le tour parfait, aucun secteur en violet et pourtant meilleur temps de la qualification. À partir de là, ça lui donnait quand même de grandes chances de remporter le Grand Prix du Japon. Il était quand même sur 3 victoires consécutives. À Suzuka, on va pas dire qu'il était favori, mais ça sentait plutôt bon. Le Grand Prix a été géré à la Verstappen, j'ai envie de vous dire. Une course parfaite, sans erreur, gestion du rythme. À plusieurs fois, on a demandé à Verstappen s'il le voulait d'accélérer et de mettre un petit peu plus de rythme, mais il a contrôlé l'écart avec les McLaren. Très bonne stratégie, aucune erreur de pilotage et franchement, ça fait plaisir. Voilà, je pensais pas dire ça un jour. Ça fait plaisir de revoir Max Verstappen performer avec une voiture, on le sait, qui n'est pas du tout au niveau de la McLaren. Ça s'entend même dans ses réactions. Si vous avez entendu la radio après sa pole position ou sa victoire, il y a vraiment une satisfaction, une joie de gagner. C'est plus devenu une habitude, c'est vraiment une performance hors du commun que Verstappen nous a sorti ce week-end. Donc pour ceux qui pensaient comme moi que Max Verstappen ne pourrait pas performer cette année, on a totalement faux. On s'est mis le doigt dans l'œil profond. Fernando Alonso a fait une déclaration très intéressante en disant que ce début de saison 2025 lui rappelait beaucoup sa performance en 2012 chez Ferrari, quand il n'avait pas la meilleure voiture et qu'il avait joué le titre jusqu'au dernier Grand Prix face à Sebastian Vettel chez Red Bull. C'est vrai que ça y ressemble un petit peu. Déjà l'année dernière, Verstappen a gagné le titre avec la 3e meilleure voiture. Si cette année, Verstappen vient à jouer le titre et à gagner le titre dans la voiture qu'il a, je pense qu'on pourra se poser pour avoir le débat justement de où se classe Verstappen dans les meilleurs pilotes de l'histoire, parce que là, le débat commence à s'éclaircir. Bon, comme je vous l'ai dit, le Grand Prix du Japon n'a pas été extrêmement excitant. On n'a pas eu beaucoup de stratégie, on n'a pas eu beaucoup de dépassements non plus, il n'y a pas eu d'interruption de course. Et pourtant, on a eu un duel à un moment entre Max Verstappen et Lando Norris. À la sortie des stands, c'était le moment clé où le Grand Prix aurait pu basculer d'un sens ou dans l'autre. On est au 22e tour, Lando Norris et Max Verstappen rentrent au stand pour couvrir l'arrêt d'Oscar Piastri qui s'était arrêté précédemment. Et on savait que le Grand Prix allait basculer à ce moment-là. Lando Norris rentre juste derrière Max Verstappen. Très bon pit stop pour la McLaren, très bon pit stop pour la Red Bull, sauf que la McLaren est positionnée au fond de la pit lane, à la toute fin, à la sortie, et Lando Norris l'avait bien compris. Max Verstappen redémarre, reprend ce qu'on appelle la fast lane, donc la ligne de gauche, et Lando Norris profite d'être à la sortie justement pour aller essayer de dépasser Max Verstappen sur la droite de la sortie des stands. Il est pas bête Max Verstappen, 4 fois champion du monde, c'est pas pour rien. Max Verstappen se positionne au milieu de la sortie des stands et tasse mais très légèrement Lando Norris dans l'herbe. Alors sur le coup c'est une image ultra impressionnante parce que Lando Norris est à 2 doigts de perdre la voiture et de frôler le rail. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là on se dit wow, la manœuvre est quand même très musclée. Si on prend du recul, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien d'antisportif, il n'y a rien d'abusé ou quoi que ce soit. Max Verstappen a juste respecté sa trajectoire. Max Verstappen était devant Lando Norris et juste Lando Norris a voulu profiter de ce moment pour essayer de prendre la tête du Grand Prix. Il l'a avoué après le Grand Prix, c'était du sport auto, c'était une manœuvre osée,
il fallait tenter, mais il n'y avait pas du tout de rancœur entre les deux pilotes. On a eu un incident noté par la FIA, mais no further action, donc pas de pénalité, et je pense que là-dessus on est tous d'accord pour dire que ça en méritait pas une. Mais voilà, c'était vraiment le seul moment chaud, le seul temps fort qu'on a eu peut-être pour la tête du Grand Prix, parce que à part ça, malheureusement, on n'a pas eu la moindre tentative de dépassement entre les deux pilotes. Bon, pour finir ce récap, je vous parle depuis tout à l'heure de Max Verstappen, je vous parle de la tête du Grand Prix, je vous ai parlé de ce pit stop, on va forcément parler des McLaren, parce que c'est vrai qu'au final, on a beaucoup vu les McLaren pendant ce Grand Prix du Japon. Moi, j'aimerais revenir sur un sujet qui a fait beaucoup parler, que ce soit sur Canal+, Loïc Duval l'a évoqué, ou alors sur les réseaux sociaux, c'est potentiellement la gestion des pilotes, qui n'était pas mauvaise dans l'absolu. McLaren termine 2 et 3, juste derrière Max Verstappen, c'est l'équipe qui prend le plus de points au constructeur, mais je sais pas si vous êtes comme moi je suis frustré de ne pas avoir vu Piastri tenter d'aller chercher Max Verstappen. Il y avait 10 secondes d'écart entre Oscar Piastri et Charles Leclerc. Donc il y avait une marge de manœuvre monumentale. Lors des 10 voire 15 derniers tours, on a vu Oscar Piastri revenir et recoller sur Lando Norris, quitte à avoir le DRS et même tenter des dépassements au virage 1, sans succès, très clairement. À aucun moment, McLaren n'a pris la décision de dire Lando, laisse passer Oscar qui est plus rapide et laisse-le attaquer Max Verstappen. Si ça ne passe pas, si Piastri n'arrive pas à doubler Verstappen ou n'arrive pas à le pousser à la faute, il te rendra la position, Norris récupère sa deuxième place, Piastri termine troisième. Là, vous allez être nombreux à me dire « Ouais, mais là, tu cherches la petite bébête, etc. Il n'y avait pas besoin. Piastri a pas doublé Norris, donc il aurait pas doublé Verstappen. » Peut-être qu'il l'aurait pas doublé, mais peut-être qu'il aurait été plus rapide. Peut-être qu'il aurait poussé Max Verstappen à la faute. Peut-être qu'il aurait pu déranger le pilote néerlandais. Et au final, on le saura jamais, parce que McLaren n'a pas voulu prendre cette initiative. Pourtant, Piastri l'a demandé à la radio en disant que si Norris n'allait pas plus vite, peut-être que lui pourrait. Jamais, du côté de chez McLaren et du côté de chez Lando Norris, on a proposé, on a évoqué ce sujet. Pour moi, c'est pas quelque chose de dramatique, mais ça montre encore une fois une faiblesse de McLaren. Je pense sincèrement que McLaren n'a pas encore appris de ses erreurs de 2024 et je pense que si une voiture venait être un tout petit peu plus performante et venait à recoller à McLaren, McLaren pourrait très rapidement recommettre les mêmes erreurs que l'année dernière. Résultat, pendant les 10-15 derniers tours, j'avais cette sensation, j'étais devant mon écran et j'étais en mode, allez-y, laissez-le tenter quelque chose. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas le doubler, rien ne bouge, rien ne se passe, tentez quelque chose de différent. Et j'ai eu cette sensation comme quoi on ne voulait pas dire à Lando Norris, laisse passer Piastri. Je sais pas, peut-être que ça aurait été un aveu de faiblesse, peut-être que du coup ça aurait mis en danger la tête du championnat, parce qu'il y a actuellement un seul point qui sépare Verstappen et Lando Norris, mais il y avait un peu ce sentiment de on n'ose pas le faire. Peut-être que ça ne concerne que moi, peut-être que vous serez d'accord, je vous laisse me dire dans les commentaires. Franchement, McLaren ce week-end a fait du bon travail, mais je suis quand même un petit peu déçu parce que ils ont toujours la meilleure voiture, que vous le vouliez ou non. La McLaren est la voiture la plus rapide. On l'a vu en free practice, on l'a vu en Q1 et en Q2. Et ne pas gagner le Grand Prix du Japon, je suis en mode comment c'est possible? Comment vous ne pouvez pas réussir à au moins gagner la course avec cette voiture? Alors ils sont en tête du constructeur, là aussi, rien à dire. Ils sont largement devant parce qu'ils enchaînent les podiums. Mais je vous l'ai dit, si une voiture se rapproche durant la saison, je pense que ça va être très problématique et que McLaren en fait n'a toujours pas débloqué cette culture de la gagne, cette envie de faire mieux. McLaren se contente de ce qu'elle peut faire. Et on l'a vu avec les deux pilotes, Ils étaient très heureux de terminer deuxième et troisième, alors que moi je termine deuxième à une seconde, j'aurais été dégoûté. Avant de passer au hydroprono, vous le savez, cette année je fais la petite question du jour, histoire que je puisse discuter avec vous dans les commentaires. La semaine dernière, on avait parlé de Piastri et de son potentiel championnat. Est-ce qu'il pouvait affronter Lando Norris? Aujourd'hui, on va parler de Lewis Hamilton, que j'ai pas évoqué dans le récap, qui a eu un week-end compliqué, on va pas se mentir. Derrière Isaac Hadjar en séance de qualification, il termine loin derrière en course avec une stratégie alternative qui n'a pas fonctionné. Alors, on va pas dramatiser, c'est le début de saison, c'est que son 3e Grand Prix chez Ferrari, mais pour vous, qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui permet pas encore à Lewis Hamilton de performer à son plein potentiel? On l'a vu en Chine, pole position en sprint, victoire en sprint, il est capable. Mais dites-moi dans les commentaires pour vous, qu'est-ce qui se passe autour de Lewis Hamilton et pourquoi sur certains week-ends, Hamilton retrouve ses anciens démons qu'on a pu connaître chez Mercedes ces dernières années? Je suis assez curieux et c'est un sujet qui me tient à cœur, donc je veux absolument avoir votre avis. Bon, le moment où je me ridiculise, comme chaque récap, vous le connaissez, le hydroprono. Malheureusement, je me suis encore une fois foiré, mais
attention, on a un vainqueur et son nom est Swagger4568 qui a réussi à trouver la pole position et la victoire de Verstappen, la deuxième place de Norris, la troisième de Piastri et la meilleure écurie McLaren. Il avait écrit dans son commentaire oui, l'espoir fait vivre, et en effet, l'espoir fait vivre, c'est pas le seul. On a aussi Danny qui avait presque trouvé bon. Lui, il avait inversé les deux pilotes McLaren et il aurait pu avoir juste s'il y avait eu une consigne d'équipe durant ce Grand Prix. Bon, moi j'étais à côté de la plaque, hein. J'avais mis pole position de Lando Norris, victoire de Piastri, Russell sur le podium, il y est même pas, et j'avais mis Norris troisième avec du coup McLaren qui marque le plus de points. Comme d'habitude, n'hésitez pas à jouer avec le hashtag HydroProno dans les commentaires. On fait toujours le tour après chaque Grand Prix pour voir ceux qui trouvent les bonnes réponses. Pour ce Grand Prix de Bahreïn, j'ai décidé de ne pas être original. Je me base sur ce que j'ai vu aux essais hivernaux. Je me base sur la data qu'on a vue au mois de février. Je pense que Lando Norris va prendre la pole position et gagner la course devant Oscar Piastri. Je m'attends vraiment à un week-end de domination de la part de McLaren. Troisième place, j'ai envie de prendre des risques et je vais mettre Andrea Kimi Antonelli. Franchement, son début de saison me donne de l'espoir. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais je me dis, allez, pourquoi pas essayer de faire une perf et pourquoi pas aller chercher un podium. Notez-le bien, Andrea Kimi Antonelli ne peut officiellement plus battre le record de Max Verstappen étant le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1. Il a battu le record de Max en étant le plus jeune pilote à mener un Grand Prix dans l'histoire de la Formule 1, mais il ne pourra pas battre le record de la victoire. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait avec les moyens du bord. Voilà, on est dans le sud actuellement et on accompagne les jeunes du kart à la F1 pour le Grand Prix historique. On se retrouve très bientôt de toute façon en live sur Twitch. On se retrouve très bientôt sur YouTube pour la suite de la saison. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si c'est pas encore fait. Activez bien la cloche et en attendant, faites attention à vous et portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.